Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine. On se retrouve cette semaine pour nos actus de la semaine. Avant qu'on démarre, je refais un petit rappel, mais on a remasterisé notre masterclass sur les locaux commerciaux. D'ailleurs, ça tombe bien, je vous invite à rester connectés cette semaine car on fait un épisode spécial sur une OP qu'on a fait en locaux commerciaux. Et si vous l'avez pas déjà vue, n'hésitez pas parce que elle est full valeur ajoutée, full contenu gratuit. Et pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous pourriez être surpris. Donc je vous invite à aller en bio et aller vous inscrire pour obtenir la masterclass. Tout à fait. Et je pense qu'elle s'adresse particulièrement à ceux qui ont déjà investi dans l'IMO, qui ont peut-être déjà des appartements, qui voudraient se diversifier ou qui des fois n'ont pas forcément beaucoup d'accroche avec l'immobilier d'habitation comme nous. Nous, on a commencé par ça, on en a aujourd'hui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une préférence pour l'immobilier commercial. Donc si tu ne sais pas par où commencer pour l'immobilier commercial, je pense que cette masterclass déjà, c'est un bon début pour toute la valeur ajoutée et les informations que tu vas avoir dedans. Sachant que dedans, on vous met on vous met aussi un peu de valeur ajoutée sur les bureaux. Ouais, sur les locaux professionnels. Parce que ça, c'est un peu notre... Ça, en vrai, c'est un truc un peu que il y a que nous qui faisons ça. En fait, on achète souvent des grands locaux qu'on divise en petits bureaux qui se louent 200, 250 euros. Et en fait, à chaque fois, on tape des 15% de renta sur ce genre de trucs. Et en fait, on a l'impression qu'on est les seuls à le faire. Et du coup, vous avez un petit bonus là-dessus qui vous explique toute cette technique-là et comment est-ce qu'on arrive à se dégager pas mal de renta. Et pareil, quels sont les avantages, inconvénients? C'est toujours pareil, hein, de toute façon, dans un investissement, il y a toujours qu'est-ce qui fait que tu vas aller faire ça plutôt qu'autre chose. Et c'est vrai qu'on compare les deux et on donne toutes nos astuces. Et aujourd'hui, un petit peu, quand nous on fait une opération, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est ça. On commence avec la première actu de la semaine. Alors, c'est un locataire de bureau. Ça n'arrive quasiment jamais. En fait, il nous reste, c'était le dernier qui nous restait sur les bras de bureau. Pour ceux qui se situent et qui nous suivent sur la flouserie, vous voyez, c'est les locaux où il y a le bureau enfin le sol est jaune. Et c'est une dame elle t'avait contacté, je crois, mais il y a quelques mois déjà. Ouais, j'avais fait une visite avec elle en août. Elle voulait lancer une activité d'esthétique en épilation laser. Et déjà, j'avais demandé, parce qu'on a déjà une esthéticienne dans les locaux, et justement, j'avais demandé à la première esthéticienne si c'était pas une activité qu'elle faisait, parce que ça, par courtoisie, et puis pour éviter les problèmes, on s'assure de pas avoir deux fois la même activité dans nos bureaux, ou que si c'est le cas, que tout le monde soit d'accord. Donc effectivement, la première esthéticienne ne faisait pas d'épilation laser, donc moi je lui avais dit écoutez, pour l'épilation laser il y a pas de souci. Elle avait hésité à se lancer, c'est quelqu'un qui lance un peu son activité, elle est stressée de manière générale. De manière générale, ça a l'air d'être quelqu'un d'un petit peu stressé, qui hésitait à faire l'activité chez elle ou prendre un petit bureau pour commencer, sachant que c'est des petits loyers, on est sur des bureaux à 200 euros par mois, tu vois, donc entre guillemets son risque financier il est très limité. Et finalement elle a voulu commencer son activité au 1er novembre et m'a demandé d'avoir les clés un peu avant. Et c'est vrai que ça, souvent on le fait, de donner les clés 1 ou 2 semaines avant sur du pro, ça leur permet de faire leur déménagement, de s'installer, etc. Bon, nous ça ne coûte pas grand chose et eux ça leur fait plaisir. Et c'est vrai que c'est la première fois où ça nous fait un truc pareil. Apparemment, elle serait claustrophobe, le bureau serait trop petit. Elle aurait fait une crise de tachycardie le lendemain où on lui a remis les clés. Elle aurait dû être apparemment hospitalisée à l'hôpital et évacuée en ambulance. Enfin, en tout cas, c'est la sœur qui m'a appelé, qui m'a raconté ça. Et du coup, elle veut déjà nous rendre les clés du bureau. Alors, ce qui est un peu bizarre, parce que du coup, c'est moi qui ai fait l'état des lieux, pas du tout l'air claustro ou quoi. Et de toute manière, en fait, moi j'ai un peu l'impression qu'elle nous banane. À mon avis, c'est quelqu'un qui est pas très sûr d'elle. Et en gros, on s'est arrangé sur plusieurs mois de location pour un certain prix. C'est comme ça qu'on s'est arrangé Oui, avec on lui a elle. fait une petite ristourne de loyer en échange qu'elle payait une partie en avance. Voilà. Et j'ai l'impression que ça la stresse en fait. Elle me disait, voilà, moi je le fais chez moi d'ordinaire. Enfin bon, elle avait l'air stressée. De toute manière, si c'est vrai qu'elle a dû être évacuée, on va vite le savoir parce qu'on a un peu des oreilles partout dans ce local-là. C'est l'avantage quand vous faites comme ça des locations sur des bureaux, c'est qu'en fait, comme vous avez plusieurs professionnels au même endroit, ils surveillent un peu les uns les autres, donc vous savez facilement qui fait quoi, qui est là quand, et du coup, à mon avis, on aura le fin mot de l'histoire, parce que si elle a vraiment été évacuée en ambulance, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui était présent, qui nous le fera remonter. Et là où, pourquoi on vous racontait cette petite anecdote, qui en vrai, c'est rien de grave, de toute façon, le bureau, on va le remettre à location, on va retrouver quelqu'un le mois prochain, mais c'est pour vous montrer un peu comment on gère ce type de cas.
partons du principe que son histoire est vraie. Bon, bah voilà, on est désolé, elle a des soucis de santé. Le problème, c'est qu'elle nous avait pas averti avant. Je veux dire, là, nous, déjà, on était très correct de lui faire une petite remise sur le loyer et en plus de lui donner les clés un peu plus tôt qu'on aurait dû parce que, en soi, le bail commençait au 1er novembre et là, on est le 19 octobre, elle avait déjà les clés. Et, honnêtement, elle nous a classiquement demandé de résilier le bail, sauf qu'en fait, un bail, que ce soit d'habitation, commerciale, professionnelle, peu importe, vous avez pas de période d'essai, en fait. C'est pas un truc où genre vous essayez, puis si au bout de 5 jours ça vous va pas, vous pouvez rendre. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des appartements aussi d'avoir des gens qui, au bout d'une semaine, vous disaient, ah ben non, en fait, je veux vous rendre les clés. Bah non, ça marche pas comme ça. Une fois que vous avez signé le bail, il y a un préavis. Donc là, sur son bail, elle a un préavis de 2 mois. Donc bon, je vais lui répondre très cordialement, la semaine prochaine que bon, nous on a été très sympa, on lui a fait une réduction sur le loyer, on lui a donné les clés en avance. On lui a donné les clés en avance, etc. J'en suis désolé qu'elle ait des problèmes de santé, mais on applique le bail, elle a 2 mois de préavis, point barre. Ça, c'est un truc les derniers temps, on avait été vachement confrontés à ça, à des personnes qui en fait, tu sais, s'engagent dans des choses et en fait veulent direct se rétracter. Ouais. On a le cas sur un appart à l'hôtel là. C'est la même histoire. Quelqu'un qui je sais pas, je pense qu'en fait ils ont changé d'avis ou elle a dû changer de Oui, quelqu'un qui vivait chez ses parents, qui a voulu prendre son indépendance, puis finalement qui voulait retourner chez les parents. Et en fait, elle est là, il faut que je vous rende les clés. Je dis, en fait, il y a 3 mois de préavis, donc non. Alors ils chouinent, hein, ils disent oui, j'ai ci, j'ai ça. Alors oui, d'accord, mais en fait, des problèmes, on en a tous. Et on peut pas tenir les autres solidaires des problèmes, en fait, quand on est engagé dans quelque chose. Parce que là, le bureau, la vérité, c'est qu'on lui a donné à elle. On avait aussi quelqu'un d'autre sous la main. Et en fait, ça nous embête Enfin, si on avait su, en fait, on lui aurait pas donné. Et ça, je suis désolée, mais ça a un coût en soi. Ouais, c'est ça. Et je suis assez fatiguée de voir que les gens, d'une manière... Prennent pas leur responsabilité aussi, c'est un peu ça. C'est ça, tiennent pas leur responsabilité. Et alors après, on peut passer pour les méchants, etc. Mais non, en fait, moi, je me suis déplacée. Toi, t'as négocié un peu elle a négocié un peu à la baisse en plus. Au bout d'un moment, au moins, si elle veut le rendre, elle propose une solution alternative. Nous, on n'est pas chiants, si on peut toujours négocier, etc. En vrai, si elle dit, je vous retrouve quelqu'un, vous me libérez plus tôt, oui. Mais pas je vous relaisse le bébé, etc. Oui, et puis vous me rendez mon argent, entre guillemets, vous en tant que propriétaire, vous avez perdu du temps, parce qu'on s'est déplacé pour faire la visite, on s'est déplacé pour faire l'état des lieux. Le déplacement, nous, c'est un coût parce que c'est à 1 heure de route de chez nous, donc il y a un peu d'essence, il y a un peu de péage. Donc entre guillemets, je sais pas, nous, ça nous coûte peut-être 40 € cette histoire. En soi, si on prend vraiment notre coût sans compter notre temps, et je sais pas si je devrais peut-être lui facturer mon heure 50 ou 100 €, tu vois, je veux dire, je peux faire autre chose de ma vie à ce moment-là, et en plus, j'ai d'autres activités professionnelles sur lesquelles j'avance pas quand on se déplace pour gérer ce genre de choses. On a l'air con avec l'autre personne parce qu'on pourrait rattraper l'autre personne, mais en fait, je suis sûr qu'il a dû retrouver autre chose. Exactement. Donc en plus, vous rappelez l'autre personne, donc elle a l'impression d'être un bouche-trou, donc entre guillemets, ça ou qu'il y a un problème avec le bureau. Ouais, c'est ça, ça vous met dans une mauvaise position. Et entre guillemets, cette personne, elle a des problèmes de santé. J'en suis désolé pour elle, mais le problème, c'est qu'elle nous a pas prévenu. C'était à elle de prendre ses responsabilités. Et en fait, c'était claustrophobe à nous dire que le bureau était trop petit, sachant qu'en plus, quand elle avait fait les visites en août, il y avait des bureaux plus grands qui étaient disponibles, que je lui avais fait également visiter. Elle m'a dit non, je veux le plus petit. Je veux dire, la personne, elle me dit pas qu'elle a des problèmes de santé, elle me dit qu'elle veut le plus petit. Là, maintenant, elle me dit ça va pas, ça convient pas. Moi, je suis désolé, mais il y aura pas de geste de notre côté parce qu'en fait, à un moment donné, chacun prend ses responsabilités. Tant pis, elle a perdu de l'argent parce qu'elle loue un bureau pendant 2 mois qu'elle va pas utiliser. Mais bon, à un moment donné, chacun son problème, quoi. C'est ça. En deuxième galère un peu de gestion. Oui, vas-y, pardon. J'ai une autre anecdote là qui est pas dans la liste qu'on oui, je s'est crois que notée. je vois ce que c'est. Oui. Non, à mon avis, tu vois pas. En fait, en ce moment, il y a des affaires de fou à faire sur le Bon Coin. Il y a vraiment des trucs hyper rentables. Je le vois en ce moment, les propriétaires, ils ont du mal à vendre, surtout tout ce qui est un peu immeuble de rapport, locaux commerciaux, tous les biens. Alors, j'appelle pas ça atypique, mais on va dire tous les trucs qui sortent du classique appartement tout seul ou maison individuelle, tu vois. Et vraiment, en ce moment, on trouve des trucs sur le Bon Coin où des fois, sur le prix affiché, donc avant négociation, vous êtes des fois à 12-13% de rentabilité. Alors bon, forcément, il y a toujours un petit défaut, ça peut être des compteurs Linky à rajouter, ça peut être quelques travaux à faire dans les appartements, mais des fois, ces travaux-là, vous les faites au départ du locataire, donc vous relouez plus cher quand le locataire s'en va. Enfin, en ce moment, il y a des grosses affaires à faire. Nous, on est déjà sur l'acquisition d'un immeuble, mais probablement qu'il y a un deuxième immeuble qui va arriver assez vite, je pense. Tu te calmes, Julien. Là, je découvre comme vous. Je suis là, comment ça, mon rêve? Ok. C'est vrai qu'après, le marché, il est pas... Nous, on l'a vu parce que cette année, on a vendu un appartement. Donc là, ça devrait se dénouer.
du bois, mais ça devrait se dénouer Comme en moi. en novembre. En fait, on a un peu galéré quand même. Enfin, en tout cas, on pensait que ça allait plus vite que ça, tu vois? Parce que, nous, quand on a commencé l'IMO, on était un peu dans une espèce de bulle, immobilière où les choses se négociaient très vite et ça allait très vite. Ouais, cette année, on a été vendeurs. En vrai, c'était un peu chiant quand même, hein. Moi, j'avais trouvé. Pourtant, on est dans une ville comme on est c'est à Montpellier et normalement, à Montpellier, bon, bah, voilà, quoi, il y a pas de place, normalement, c'est censé partir assez vite. Là, on a mis quoi? 3 ou 4 mois, un truc comme ça? Ouais, c'est ça et puis on le voit un petit peu en dessous de ce qu'on s'attendait à le vendre, tu Bah, vois? peut-être qu'on est un Donc peu des drama queens, tu vois? Mais c'est vrai que, il y a vu qu'on a souvent vu des coups de fusil, des trucs comme ça, du coup, on s'attendait à ce que, ouais, en 1 mois, 2 mois, ce soit réglé, 3 ou 4 mois. En plus, on en a fait des visites, hein, la vache. Donc ouais, on n'est pas c'est pas une bonne année pour les vendeurs, tu penses? c'est même une très mauvaise année pour les vendeurs, mais les hackers sont vraiment en position de force et ils sont pas si nombreux. C'est ça aussi, c'est que la vérité, en ce moment, le marché est quand même influencé par, le qu'en dira-t-on, la note, de la France qui se dégrade, les taux qui vont soi-disant remonter, le marché immobilier qui risque de s'effondrer, Mais des tu sais que DPE nous, on et a cetera. commencé en 2018. En fait, j'ai l'impression que c'est les mêmes trucs depuis Mais 2018. bien évidemment, C'est un en truc de ouf. 2018, en 2018, c'était une époque où alors ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'en 2018, économiquement, ça allait un poil mieux qu'aujourd'hui et il y avait pas tout ce qui était DPE et la fiscalité est quand même un petit peu les taxes foncières sont envolées depuis 2018 donc voilà, entre guillemets, 2018 était une meilleure période, sauf que le refrain qu'on avait en 2018, c'était, ça fait, X années qu'on n'a pas eu une grosse crise, économique, ça va arriver, c'est pour l'an prochain, c'est sûr. On a regardé, les cycles de je ne sais, quel économiste qui est mort, il y a plus de 100 ans, qui avait édité que tous les 6 ans, il y avait une grosse crise qui allait se passer, que le marché immobilier était survalorisé parce que les taux étaient trop bas et que du coup on allait re-rentrer dans une crise comme dans les années 90 où l'immobilier allait diviser par deux. Alors, c'est vrai qu'en 2018, quand on a commencé, c'était déjà ce qu'on nous servait. Moi, j'écoute jamais. Moi non plus. En fait, sinon on fait jamais rien dans nos vies, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que dire que c'est exactement comme en 2018, ça serait faux. Effectivement, les marchés changent. Là, on est dans une période qui est différente. Les taux sont plus élevés. Il y a moins d'acquéreurs. Les vendeurs ont plus de mal à vendre. Mais la réalité, c'est que l'investissement immobilier est toujours intéressant, que ce soit en 2018 ou en 2025. C'est juste que tu n'es peut-être pas aussi, comment dire, tu étais peut-être moins strict sur tes négociations et sur tes acquisitions en 2018 qu'aujourd'hui. Mais juste parce que le marché est différent et parce que tu t'adaptes à ton marché et qu'aujourd'hui tu peux te permettre de le faire. Tu vois, en 2018, si on s'est amusé à tirer des négociations sur 3-4 semaines, à absolument refuser de remonter des contre-offres, etc., Oh on n'aurait rien acheté parce la que vérité, c'est qu'on s'est fait coincer quand même 2-3 fois à essayer de faire ça et ça marchait pas, tu te rappelles ou exactement, pas? parce qu'il y avait quelqu'un qui passait devant nous. Là, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, et puis je le vois avec les investisseurs qu'on suit, il y en a qui prennent parfois plusieurs semaines à mener des négociations et personne ne passe devant eux. Ils se font doubler par personne. Et des fois, c'est des biens où, entre guillemets, il y a eu aucune visite en 1 an, tu vois. Problème de prix, hein, toujours, Ah, je suis pas sûr. Ah ouais? Pour moi, il y a vraiment peu d'acquéreurs sur, et c'est pour ça que je reparlais des immeubles de rapport et des locaux commerciaux, particulièrement sur ces deux sous-classes d'actifs, on va dire, de l'immobilier. Il y a il y a très peu de gens en ce moment. Tu sais que je trouve ça fou parce qu'on est quand même dans une giga crise immo. Nous, Dieu merci, on est propriétaire de notre appart. Mais en fait, des fois, j'ai des messages sur la Flouserie, j'ai des messages de personnes qui nous demandent si on n'a pas un appart à louer sur Montpellier et tout. Et je suis là, Même non, dans mais notre salle de sport, combien d'amis on a ou de connaissances ou d'amis qui nous ont demandé si on n'avait pas un truc. ouais. Donc comme quoi, il y a quand même des trucs à faire, je pense. Du coup, tu m'avais pris de court sur ma deuxième anecdote locataire un peu foireux là. Je sais pas si vous vous rappelez ce qu'on suit, ça devait être il y a 2 semaines, je pense. J'avais récupéré un appartement où en fait le mec était un peu violent. Je l'avais raconté, hein, c'est quelqu'un qui a un peu pété son plomb. Et du coup, j'étais avec l'assistante sociale. En fait, j'ai refusé de faire l'état des lieux parce que bon, en fait, moi je suis pas assistante sociale et la cassosserie ça va bien 2 minutes. J'avais demandé à ce que ce soit fait par huissier, ce qu'ils ont refusé. Et du coup, ils m'ont rendu les clés. Problème, c'est qu'ils m'ont rendu que la moitié des clés. Nous, on a quand même eu une suspicion. Alors, pour refaire l'histoire, c'est quelqu'un qui a été interné, en fait, en hôpital psy et c'est sa maman qui gérait à l'époque. Entre-temps, lui, il a été placé sous curatelle renforcée. Donc là, maintenant, c'est un mandataire judiciaire qui s'occupe de lui pour toutes ses décisions d'argent, et cetera. Et la mère, je pense qu'elle a aussi un peu pété son plomb. Je sais pas si elle est sous curatelle ou quoi, mais bon, bref, elle est zinzin.
Et nous, quand même, plusieurs fois, on est passé à l'immeuble pour les 2 autres appartements qui sont au-dessus. Et en fait, une fois, on a vu un nom sur la boîte aux lettres qui était pas le sien. Donc on sait pas trop. Et là, la manière dont j'ai retrouvé l'appartement, j'ai l'impression qu'en fait, c'était pas tout à fait lui qui habitait sur la fin. Je sais pas comment le dire, c'est qu'il restait quand même des trucs dans le frigo. J'ai retrouvé des trucs un peu chelous où je suis pas sûre que lui, Qui était à lui. ouais, qui était à lui. Enfin, la manière, parce que les fois où on était allés, il était là. Ouais. Quand il est pas encore pété son plomb, c'était plutôt rangé quand même, Oui. tu vois? Après, il y a une grosse période pendant 1 an où il était pas dans l'appartement et comme on le sait, c'est que les voisins justement, Demander, ouais. demandaient si l'appartement était libre parce que justement, comme on est dans une crise du logement, les voisins avaient parfois, un ami ou une Ouais. connaissance qui cherchait un appart, à qui ça aurait pu correspondre et nous, on était: «Bah non, l'appartement légalement est toujours loué». Donc, dans tous les cas, on est payé par la Visale pour cette histoire. Donc en fait, tant qu'ils ont pas qu'ils ont pas rendu, la totalité des clés, il y a pas eu d'état des lieux de sortie, on est payé par la Visale pendant ce temps-là et bon, bah, ils vont se débrouiller pour les retrouver. Et ce qui m'espante un peu, c'est que j'ai reçu un courrier d'avocat, du coup, pour rendre les clés. Alors, donc il m'avait fait un recommandé, et cetera, mais en fait, il manque la moitié des clés. Qu'est-ce que je suis censée faire? En fait, vu qu'elle, elle est un peu folle, je me dis: «Mais vas-y, si elle a encore les clés ou quoi», enfin, des fois, on sait pas avec ce genre de personnes, ils peuvent mettre le feu, ils peuvent faire plein de choses, sachant qu'elle est très, très, vindicative, je pense que c'est ça le mot. Elle est très, voilà, Agressif, tu veux dire. Après, agressive quand parce quand on qu'en dit fait, la agressif, c'est pas physiquement, c'est juste que voilà, en fait, elle a l'impression que le monde entier lui en veut, quoi. Voilà, c'est ça. Donc elle est un peu dans son d'elle et en fait, je sais pas quoi leur dire, en fait. En fait, en plus, en l'état, l'appartement, il est pas loué. J'ai dû faire le ménage, et cetera, racheter des trucs surtout, vu que c'est un meublé et en fait, je sais pas à quoi s'attendent les gens, encore une fois. Tu vois, ils prennent pas leurs responsabilités. Ils ont payé, allez, sur 1 an et demi, ils ont payé 4 mois de loyer et après, en fait, on n'avait plus de nouvelles, en fait, on a l'impression que c'est nous les méchants parce qu'on a activé la Visale. En fait, c'est ça qui elle la rend folle, c'est ça, c'est qu'on a activé la Visale. On n'a jamais, fait d'état des lieux de sortie, elle a jamais rendu les clés, elle a jamais envoyé de préavis. Au bout d'un moment, arrêtez, quoi. Mais bon, dans tous les cas, on est payé par la Visale. Pour l'instant, on est payé par la Visale, On je a vais la le remettre en caution. location. On a la caution. Bon, il y a plus beaucoup de dégâts parce qu'au final, il avait pas vécu tant que ça, l'appartement. On va garder Non, la il caution était dans tous les juste un cas. peu Donc, sale, en fait, ouais. mais sinon, il y avait rien de pété, tout fonctionne, le frigo, tout fonctionne, donc c'est OK. Juste, je vais le remettre en location. Je suis contente parce qu'on est dans une bonne période, sur cette ville-là pour louer. Donc j'ai de la demande, j'ai des visites la semaine prochaine et j'ai hâte de finir de cette histoire. C'était un peu le dernier, locataire un peu problématique qu'on avait, celui-là. Ouais, C'est, et sachant que ça, c'est encore une fois, c'est un coup de pas de chance de la vie parce que pour le coup, celui-là, c'est nous qui l'avons sélectionné et quand on l'a sélectionné, il était normal. Oui, en fait, il a pété son plomb Ouais. après, mais ça, on n'y est pour rien, malheureusement. Bah, on n'y est pour rien, mais bon, encore une fois, on supporte les aléas des autres. En fait, c'est juste que je trouve que, en fait, on paye tous beaucoup d'impôts et par exemple, en fait, ce genre de personnes, ils devraient pas être dans le parc privé. Pareil, lui, je l'avais dit, je crois, il y a 2 semaines, mais je pense que j'ai eu 2 ou 3 assistantes sociales différentes et en fait, elles sont dépassées, tu vois, elles savent pas comment faire, juridiquement, elles savent pas, et cetera. En fait, c'est des gens qui sont pas du tout encadrés. Des fois, je me dis, c'est normal qu'il y ait des gens, enfin, tu vois, c'est dans toute société, il y a des personnes comme ça. En fait, rien n'est, même eux sont pas bien pris en charge. Donc, en fait, où vont nos impôts? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Enfin, c'est ça. ce monsieur, Bah, il a besoin de soins, tu on vois. reparlera des impôts en fin d'épisode parce que là, pour le coup, on aura une vraie bonne nouvelle à vous annoncer. Donc voilà. On va vous parler d'investisseurs qu'on accompagne parce que j'ai trouvé ça drôle. Eux, ils ont pas dû trouver ça drôle, mais nous, en fait, on a tellement été confrontés à ça que ça nous fait un peu rire qu'il y a pas que pour nous. Mais ils nous ont battus. Ouais, là, Faut j'avoue, reconnaître quand qu'ils même, nous ils ont en ont battus. tenu une souche. Bon, vous le savez, dans ce podcast, on parle très souvent des agents immobiliers. On a rencontré beaucoup d'agents immobiliers qui étaient nuls. On va dire que vraiment, pour moi, c'est une profession où il y en a 80% qui sont vraiment pas très bons. Heureusement, il y en a 20% qui se détachent un peu du lot. C'est avec ceux avec qui on travaille aujourd'hui, mais c'est vrai que du coup, avec les agents immobiliers en général, on est assez défensif parce qu'entre guillemets, vu qu'on part avec un a priori négatif en se disant il y a 4 chances sur 5 qu'il soit nul, bah du coup, faut qu'il nous prouve un peu qu'il est bon, mais une fois qu'il est bon, il peut avoir notre confiance. On sait aussi qu'il y a des agents immo qui nous écoutent et qui probablement font partie de ces 20%, enfin en tout cas on leur souhaite, et du coup qui sont efficaces. Mais ça arrive aussi que quand vous faites une vente, vous n'avez pas d'agent immobilier en face, vous êtes directement avec le vendeur. Avec le vendeur. Parce que le vendeur n'a pas pris d'agent immo. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Nous, par exemple, l'appartement qu'on a vendu sur Montpellier, on avait un agent immo, mais on le vendait également parallèle, parce qu'on voulait aller le plus vite possible. Des fois, quand vous voulez ne pas prendre d'agent immobilier, c'est pour éviter qu'il y ait des frais d'intermédiation. Donc, entre guillemets, ça permet de
faire économiser un petit peu cette marge d'intermédiation qui va partir à l'agence et entre guillemets ça permet qu'au net vendeur soit un peu plus haut et que le net acquéreur soit un peu plus bas en soi. Ça permet aussi quand vous avez du temps et quand vous êtes comme nous investisseurs et que vous voulez vendre avec des investisseurs, ça permet de parler un peu le même langage. Au final, bon, vendre un appartement en fait c'est juste du temps, donc encore une fois ça dépend aussi s'il est loin. Si vous vendez un truc à 3 heures de chez vous, bah faut mieux le prendre une agence. Si maintenant vous vendez un truc qui est en bas de votre immeuble, bah peut-être le vendez-le vous-même, c'est juste faire des visites, finalement c'est à côté. Donc bref, chacun fait son choix. Et il y a une dernière catégorie de vendeurs, on y a été confronté quelques fois, qui ne passent pas par des agences immobilières parce que les agences immobilières ne peuvent pas les blairer. Parce que c'est juste des gens qui sont C'est des relous. qui sont qui sont relous, qui sont complètement déconnectés du marché. Et Bizarrement, ils ont quand même une tranche d'âge récurrente dans cette ouais, en général, catégorie. c'est plutôt des. En général, c'est boomers et pré-boomers, tu vois. Ouais. C'est en général les 55-70 particulièrement, parce qu'une fois, en général, quand ils dépassent les 70, ils commencent à arriver dans l'âge où ils commencent à peut-être s'en ficher un petit peu plus du prix, mais en général, 55-70, t'as l'impression que quand t'essaies de négocier, tu leur arraches un bras, tu vois. Et du coup, pour revenir à notre petit exemple, on a du coup ce couple d'investisseurs qu'on félicite, parce que d'ailleurs en un an, ils ont fait déjà une colocation. C'est des zinzins. Ils ont fait un immeuble de rapport dans la même banque, tout ça à 110%, donc vraiment c'est exceptionnel. Je pense qu'on reviendra peut-être une fois dans le détail sur leurs opérations dans un autre épisode, mais là ils se sont confrontés, ils ont voulu acheter un deuxième immeuble, ils ont trouvé un truc qui était plutôt pas mal. C'était quoi? C'était un immeuble de 5 appartements et un garage. C'était plutôt en bon état. Le prix était un petit peu cher. Après, c'était un bien qui était déjà optimisé, donc on va dire on n'était pas loin d'un 10% de rentabilité sur le prix affiché, mais voilà, il y avait une petite négociation qui pouvait se faire. Et apparemment, en tout cas, c'était ce que disait le vendeur, c'était un bien qui revenait à la vente parce que le précédent acquéreur avait pas eu son prêt. Et du coup, c'était l'argument du vendeur pour être dans tous ces états, pour absolument vouloir choisir un vendeur qui n'aurait pas de refus de financement pour acheter son bien. On parle d'un immeuble à moins de 300 000 euros. Ouais. Donc franchement, on parle pas non plus d'un truc à 5 millions. Grosso modo, un bien à 300 000 euros, n'importe qui gagne... C'est loué ou pas? Oui, c'est loué. Ah bon. N'importe qui gagne 3 000 euros, 3 à 4 000 euros, mais pour un couple, vous pouvez les gagner à deux, tu vois. Franchement, vous pouvez financer ce type de bien sans trop de problèmes. Et il a fait une histoire aux acquéreurs. Ouais, j'ai vu le mail, ça m'a tabassé. Ah ouais, mais il envoyait des romans par mail pour justifier qu'en fait, il ne voulait pas perdre de temps et qu'il lui fallait absolument que les acquéreurs aient un accord de la banque avant de signer le compromis. Et ils ont été cool, hein, parce qu'ils lui ont donné, du coup. Oui, alors, c'est particulier parce que déjà, il faut savoir qu'est-ce qu'un accord. En fait, si vous voulez, l'accord de financement, c'est ce que votre banquier vous donne quand il a eu tout le dossier complet et qu'il a pu l'étudier, que du coup, il vous donne l'accord de la banque. C'est le dernier document que vous allez avoir avant d'obtenir les offres de prêt. Mais ça, vous ne l'avez que quand le compromis est signé, parce qu'une banque ne peut pas donner un accord de financement sur un projet si elle n'a pas le compromis. C'est comme ça que ça marche. Et encore, justement, on parlait des agents immobiliers juste avant. Vous avez encore des agents immo qui vont vous dire, ah ben non, nous, on va pas plus loin tant que vous n'avez pas d'accord de la banque. Mais en fait, une banque, elle peut pas vous débloquer une enveloppe comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Alors oui, il y a quelques cas pour des très belles situations. Le banquier va vous dire, on est en capacité de vous suivre jusqu'à environ 300 000 euros, par exemple. Mais c'est assez rare. Et le problème, c'est qu'un banquier, en fait, c'est pas qu'une question de montant. C'est aussi une question de projet. C'est-à-dire, moi, quand j'étais banquier, si je prêtais 500 000 euros à un client, je prêtais 500 000 euros pour un projet. Je lui donnais pas juste 500 000 euros et vas-y, fais ce que tu veux avec, tu vois. Donc c'est pour ça qu'encore une fois dans le process, et ça vraiment j'insiste là-dessus auprès de tout le monde, parce que j'ai été banquier et que je sais très bien comment ça marche, il n'y a pas d'accord de financement avant signature du compromis. Donc bien évidemment là il y a un petit bras de fer qui s'organise entre les acquéreurs et le vendeur, parce que le vendeur demande absolument un accord. Finalement ce qu'ils arrivent à obtenir auprès de leur banque, qui est déjà exceptionnel en soi, c'est qu'ils obtiennent en gros un préaccord sur une fourchette de financement. C'est déjà top, c'est-à-dire qu'en gros le banquier accepte de les financer jusqu'au montant de l'acquisition, parce que voilà, il considère que par rapport à leurs revenus et leur situation, il est en capacité de les suivre, mais bien évidemment le banquier dit c'est normal, par contre pour qu'on puisse avoir les offres de prêt, il faut que l'intégralité du dossier soit montée. Le vendeur... Je l'ai sous les yeux, je trouve ça pépite. Attends, parce que du coup, il y a encore un autre élément, c'est qu'en plus, le vendeur voulait qu'il donne leur dossier de financement à son banquier.
Comme si son Ça, banquier, je sais pas, il faut c'était dire non en vrai. comme si son banquier, je sais pas, c'était son Non, associé ou je sais pas quoi, mais en fait, vous avez pas envoyé votre dossier à un banquier que vous connaissez Puis pas, son alors que banquier, il en a à foutre en plus, franchement. exactement. Et en plus, en l'espèce, ça tombait mal. C'était un banquier de la même banque que celle qu'avaient les investisseurs. Et en fait, quand vous êtes déjà suivi par un conseiller, vous pouvez pas donner votre dossier à un autre. Enfin bref, vraiment, ce vendeur, il était complètement Déconnecté de la déconnecté réalité. de la réalité. Et finalement, quand ils ont eu du coup leur préaccord de financement, ils sont revenus, c'est normal, à la charge sur la négociation. On en avait parlé ensemble et moi je leur avais dit allez-y, parce qu'après tout le prix qu'avait proposé plus ou moins l'offre sur laquelle ils s'étaient mis d'accord, c'était plus ou moins on se met d'accord sur ce prix-là, on va signer le compromis. Là, il était en mode on signe pas le compromis tant que vous avez pas au moins un accord. Là on a un préaccord de financement. À ce moment-là, vous faites au moins un geste de 5 ou 10 000 euros sur le prix affiché. Et là du coup t'as le mail sous les yeux. Ouais, là où il dit que c'est indécent, c'est Ah ça? ouais, ça j'ai jamais vu ça. Il dit: «Je peux vous le dire rapidement, monsieur bonjour, je vous remercie pour votre envoi. Néanmoins, votre argumentaire pour essayer de descendre le prix de 10 000 € à nouveau est tout à fait inentendable et immoral. Inentendable tout d'abord parce que le travail accompli pour étude du dossier aurait dû de toute façon être fait. Deuxièmement, parce qu'il s'agit du travail du banquier et non du vôtre. Immoral parce que c'est une basse tentative de négociation supplémentaire de dernière minute alors que le prix est d'ores et déjà convenu, ainsi que les conditions a été grandement baissé en dessous de mes conditions initiales. Par ailleurs, sur la question de la moralité, je vous informe que je l'ai reçue il y a 2 jours, une autre offre concurrente légèrement supérieure à la vôtre que j'ai pour l'instant mis en stand-by. Eu l'égard d'engagement, j'ai pas la suite. C'est pas grave après la fin. Ouais. La fin c'est pas. Je ne souscris donc absolument pas au procédé que vous employez ce jour. Tabarnak. Non, mais franchement. Ils ont gagné la palme du vendeur le plus relou de l'année, j'ai jamais vu ça. En fait, c'est quelqu'un qui est presque en train de vous dire que c'est immoral de négocier. En fait, la base de la négociation, c'est des arguments que, effectivement, quand vous revenez avec un préaccord de votre banque, ce qui est déjà très rare en soi, bien évidemment que c'est un argument de négociation et que, bien évidemment, là, en plus, on parlait d'une négociation de 5 à 10 000 euros, on était sur 2% du prix affiché. C'est pas comme s'il leur avait dit, on a un préaccord, vous baissez le prix de moitié, tu vois. Donc, vraiment, j'ai jamais vu ça. Franchement, j'ai jamais vu ça. Ils ont gagné la palme du vendeur le plus relou que j'ai croisé je me demande du coup en 7 ans d'immobilier. Est-ce que c'est un vendeur qui veut vendre ça? Oui, moi je pense que c'est un vendeur qui veut vendre, mais c'est quelqu'un qui est complètement décorrélé. À la base, il avait quand même dit qu'il voulait vendre son immeuble à quelqu'un qui ne faisait pas de clause suspensive, entre guillemets, quelqu'un qui achetait son immeuble au cash. Le problème, c'est qu'en fait, tu ne peux pas vendre cher et vouloir quelqu'un qui achète sans condition suspensive de prêt. Parce qu'en fait, moi, si j'ai 300 000 euros et que j'achète son immeuble sans condition suspensive, en fait, je lui négocie au moins 50 000 euros sur son prix, quoi. En fait, c'est un peu révélateur de cette génération. Enfin, je suis désolée, on va retaper dessus, hein, mais franchement, c'est révélateur de cette génération qui a toujours tout eu, où tout est toujours facile. Et en fait, ils ont plus jeunes en face d'eux qui ont un peu plus les crocs. Et ils partent dans des drames. En gros, t'as quelqu'un qui est finançable. En plus, ils ont quand même de super métiers, des super revenus. D'un moment, lâche du lest, quoi. Complètement. Mais bref. Il n'y a pas besoin d'écrire autant c'est d'émotions, je sais pas. Et moi. du coup, pourquoi ce vendeur vendait lui-même? Je pense que s'il est passé par un agent immobilier, je pense que l'agent immobilier, au bout d'un moment, il lui a dit débrouillez-vous. Fuck off, ouais, débrouillez-vous, parce que tu ne peux pas. Enfin, moi, je suis agent immo, je refuse de travailler pour quelqu'un comme ça, quoi. J'avoue. Après, ça nous a fait sourire parce que nous, on a déjà été confrontés à ce genre de choses et il n'y a pas que nous visiblement du coup que ça va. Ça tu te souviens quand on avait voulu acheter un immeuble pour le diviser en 4 appartements? Tu te souviens comme il était relou, le vendeur? Genre, tu te souviens, en gros, le tout premier truc qu'on a voulu faire là? Ouais, l'immeuble, il était dans un état catastrophique. On était venu avec l'artisan et du coup, l'artisan, il regardait un peu partout, il démontait 2-3 trucs, mais vraiment, l'immeuble, fallait tout refaire. Et vraiment, le vendeur, il avait l'air de s'offusquer à chaque fois que genre l'artisan, il tirait le papier peint pour regarder ce qu'il y avait derrière, tu vois. Et vraiment, le vendeur, il avait l'air de s'offusquer parce qu'en fait, on était en train de dégrader son bien, alors qu'en fait, son bien, il fallait déjà tout refaire dedans, tu vois. Oui, quoi qu'il arrive, genre, en fait, le vendeur, il se comportait comme s'il nous vendait un palace 5 étoiles où tout était nickel, alors que son truc, en fait, justement, on était venu avec un artisan parce qu'en fait, c'est inhabitable. Fallait absolument tout refaire, c'était inhabitable en l'état. Et quand genre on démontait un truc, vraiment, le vendeur, on sentait que, tu sais, il avait des flammes des flammes dans les yeux parce que, entre guillemets, il avait l'impression qu'on était en train de casser, alors que nous, franchement, non, on n'a pas attaqué la démolition pendant les visites, tu vois. C'est juste qu'on voulait regarder que, au moins, si on tirait le papier peint, il n'y avait pas des trous dans le mur derrière, quoi. C'est vrai. Du coup, et lui, typiquement, c'était un mec qui voulait vendre lui-même, un boomer qui devait avoir 65, je pense, un truc comme ça, et qui essayait de vendre lui-même. Et à mon avis, tous les agents immobiliers, ils avaient dû lui dire débrouille-toi, quoi. Ouais.
Voilà, soyez toujours aimable avec les gens. Et Ça du peut coup, le aider. karma l'a rattrapé. C'est la seule opération que nous n'avons pas fait, non pas parce que nous avions eu le financement, mais nous n'avions pas eu l'autorisation de la mairie. Du coup, nous avions abandonné le projet. C'est ça. Et en vrai, il a été cool parce qu'on avait mis un séquestre, il me semble. Et au final, on a réussi à faire Ouais, on l'a avec une récupéré. pirouette, on a réussi à récupérer notre séquestre. Alors Ouais. légalement, je pense pas qu'on aurait pu le En fait, récupérer. j'aurais pu un peu plus nous embêter, mais là, faut reconnaître aussi, c'est notre notaire qui nous avait bien suivi Ouais. sur ce projet. C'est pour ça aussi, conseil, ayez toujours votre notaire sur les opérations. Je pense qu'on l'a dit au moins 50 fois dans ce podcast, mais ça, c'est la base. Et ça, c'est peut-être le seul cas où ça nous a le plus servi d'avoir notre propre notaire. On aurait eu que le notaire vendeur, on aurait eu sans doute plus de problèmes pour récupérer notre séquestre sur cette OP. C'est ça. On termine par la dernière news de la semaine, une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle. En plus, Vas-y, Julien, il se frotte les mains depuis le début pour raconter cette histoire. Faudrait que je retrouve le réel de l'interview. Ouais. Les amis, nous avons enfin une bonne nouvelle fiscale. Alors, nos impôts vont pas baisser, mais les impôts des boomers vont augmenter. Non, faut bien cotiser. On troll un peu parce qu'en plus c'est sur le projet de loi de finances. Alors bon, mais il va sans doute être modifié 50 fois d'ici le 1er janvier, et encore s'ils arrivent à se mettre d'accord sur un gouvernement, ce qui n'est pas gagné pour l'instant. Mais là, il y a une dernière nouvelle qui est sortie. En fait, on l'a vu sur un réel Instagram et ça nous a tués. C'était pour ça qu'il fallait qu'on vous en parle. Ils ont enfin proposé de supprimer la niche fiscale boomer, c'est-à-dire l'abattement sur les retraites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des abattements les plus courants que vous avez, c'est que quand vous êtes salarié, vous avez droit à un abattement de 10% sur vos revenus. C'est-à-dire que par exemple, si vous gagnez 40 000 euros par an, vous n'êtes imposé que sur 36 000. C'est classique en fait. Soit vous faites les frais réels, soit vous avez la déduction de 10%. Et en fait, cette déduction de 10%, elle tombe pas du ciel, elle vient du fait qu'on considère que quand vous êtes salarié, vous devez utiliser votre voiture, vous devez vous payer à manger le midi, c'est-à-dire qu'en fait, on considère que voilà, le fait de travailler, ça implique des frais, et que du coup, on peut pas vous imposer sur votre salaire net, ce qui est déjà faux aujourd'hui, parce qu'en soi, votre net imposable, c'est pas ce que vous recevez sur le compte, parce que par exemple, la CSG, une partie de la CSG que vous payez non déductible. Mais bref, on va pas rentrer trop dans les détails, sinon je vais tout complexifier. Mais cet abattement existe aussi sur les retraites, c'est-à-dire que les boomers qui restent chez eux, on considère qu'ils ont besoin d'avoir une quote-part de frais sur leur retraite, tout simplement parce que il faut bien les ralasses jusqu'à la fin de leur vie, et du coup en fait ils avaient un abattement de 10% également sur les retraites. Très sincèrement, je ne saurais même plus me souvenir je l'ai vu une fois, mais je me souviens plus de qui avait mis ça en place, mais c'est certainement un politique qui avait voulu avoir l'adhésion au vote des 30% de la population qui sont à la retraite aujourd'hui. Ouais. Et il y a enfin quelqu'un de malin, après bon, ça fait longtemps qu'ils en parlent, qui a proposé de supprimer tout simplement cette niche fiscale, et qui donc ferait mécaniquement augmenter l'impôt sur le revenu payé par les retraités. Alors bien sûr, ceux qui sont non imposables, ça ne changera rien pour eux, mais ceux qui sont imposables, du coup, ils n'auront plus droit à ces abattements de 10% sur leur retraite. Et ça arrivera peut-être ou peut-être pas, comme on vous dit, ça va dépendre de est-ce qu'il y a un gouvernement. Mais en fait, moi je trouve simplement que c'est une mesure qui aurait dû être faite depuis le début. Oui, déjà, en soi, cette niche fiscale n'a aucun intérêt. De deux, on vit dans un pays où, pour la première fois de l'histoire, on a une génération à la retraite qui gagne plus que la génération qui travaille, c'est-à-dire nous. Et deuxième point, on se retrouve, j'ai vu un tableau, c'est dommage, j'aurais dû le garder, ça c'est un truc qu'on devrait mettre en story sur la Flouserie, j'essaie de le retrouver. J'ai vu un tableau où en fait on mesurait le niveau de vie des retraités par rapport au niveau de vie des gens qui travaillent, et t'avais plein de pays de l'OCDE, et je sais pas, par exemple en Australie, on considère que les retraités, ils ont à peu près 60% du niveau de vie de la classe active. Aux États-Unis, je crois que c'est 79%, en Belgique, je crois que c'est 85%, en Allemagne, c'est 90%, et en France, on est à 102%. Ouais, pas étonné. Donc c'est-à-dire qu'on est le seul pays de l'OCDE où vraiment la génération de retraités vit mieux que la génération qui travaille. Et en fait, on va pas se mentir, si on voulait faire quoi que ce soit économiquement dans ce pays, ça commencerait par diviser les retraites par 2 à peu près. Ça, en final, ça ne les renverrait que à des niveaux comparables de ce qu'on trouve déjà. Ou alors ils payent leur santé en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Soit ils touchent la retraite, soit la santé est offerte. On peut pas avoir les deux. Hein. En fait là, en ce moment, depuis des années, ils fonctionnent de tous les côtés, en fait. Tout le monde les ralasse, tout est gratuit pour eux, même les transports, enfin, c'est indécent. Et oui, en fait, parce que du coup, je vous mettrai le réel sur la Flouserie. Mais en fait, c'est une dame qui explique qu'elle est elle a été prof agrégée, que sa retraite est de 4 500 €. Mais je vous dis ça, elle doit avoir...
elle doit avoir 70 ans, je pense, ta dame. Donc, ça fait combien de temps qu'elle est à la retraite? On lui paye 4500 euros. Bon, bref. Et elle explique que c'est quand même un scandale que la niche saute parce qu'elle perd 75 euros, je sais pas quoi, Par mois. par mois. Je dis, mais genre 75 euros, enfin, pour la plupart des actifs, ça fait une diff, tu vois. Enfin, vraiment, j'étais mais outrée. Vraiment, je Ouais, vous ouais, le c'est ça. remettrai. Comme ça, vous serez tous agacés comme nous. Mais après, je me dis, qu'est-ce qu'elle fout avec 4500 euros par mois? À 70 ans, en fait, sa maison est sûrement déjà payée parce que les prix de l'immo étaient Cette dame a était certainement un bas, et mari en qui plus, gagne la elle est même dans chose. la bonne classe sociale. Enfin, je suis là, arrêtez, en fait. Ouais, non, mais en plus, elle a certainement un mari qui gagne la même chose qu'elle. Donc, là, on se retrouve à un couple de retraités qui est peut-être quoi, 8-9 000 euros par mois, maison payée, sans enfants à charge. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en Donc, camping-car sur nos routes, après, voilà, c'est ça qu'ils voilà, font. c'est évident. Moi, quand j'étais banquier d'affaires, c'était mes clients. Donc, je vois bien ce qu'il en est. Après, C'était quoi le plus gros que t'as eu en retraite? le plus gros, j'ai eu en retraite. Après, attention, parce que bon, je vous dis mes clients, mais moi, j'avais plutôt des chefs d'entreprise, j'avais assez peu de retraités aisés. Sachant que, toujours pareil, hein, pour nous, chefs d'entreprise, c'est différent parce qu'entre guillemets, t'as pris des risques, t'as risqué ton capital, t'as, entre guillemets, puis en plus, quand t'es chef d'entreprise, t'as entre 30 et 50 ans, tu vois, donc t'as des enfants à charge, t'es là en train de te dire, si je me plante, genre, je vends ma maison, mes enfants sont à la rue, tu vois, c'est pas la même chose qu'une fois que t'es retraité, où, entre guillemets, t'as des revenus qui sont indécents et tu n'as plus aucun risque. Ouais. Le risque disparaît. Et nous, par rapport à notre conception économique et financière, on accepte que les gens gagnent bien leur vie à partir du moment où ils ont les responsabilités, le risque qui va avec. Nous, on est investisseurs. Aujourd'hui, on a des gros revenus, mais on a des gros problèmes en face. Ça peut s'arrêter si on fait de la merde. Moi, je suis désolé, j'ai un gros problème avec ce système de retraite où on va donner énormément d'argent à des gens sans qu'ils ne prennent aucun risque et qu'ils n'aient plus aucune responsabilité en face. Pour revenir du coup sur la question que tu m'as posée juste avant que je fasse cette parenthèse, le plus gros que j'ai vu, et ça vraiment c'était d'une indécence, j'avais du mal à aller voir ces clients-là juste parce que ça m'énervait. Tu faisais que la déclaration d'impôt, non? Ouais, il m'avait fait venir pour les aider à faire leur déclaration d'impôt. C'était un couple de boomers. Elle devait, bon, elle avait une retraite normale, peut-être genre 1500 ou 2000 par mois, tu vois. Et lui, je pense que c'était un ancien haut fonctionnaire. J'avais jamais vu une retraite aussi élevée. Je pense qu'il cumulait plusieurs régimes, parce qu'il avait plusieurs virements sur le compte. C'est simple, il déclarait plus de 120 000 euros de retraite par an. C'est énorme. T'imagines 120 000 euros de retraite par an, il y a des médecins qui gagnent pas ça. C'est des notaires qui gagnent pas ça. Il y a des avocats qui gagnent pas ça. Genre, il y a des gens qui travaillent 80 heures par semaine qui gagnent pas ça après 9 ans d'études. Et eux, c'était juste parce que très certainement que, pourquoi je dis aux fonctionnaires, c'est que normalement, quand vous êtes dans les retraites du privé, vous avez un plafond. Par exemple, même si vous êtes ancien, je sais pas moi, imaginons même vous avez été directeur général d'un Carrefour, vous étiez salarié, c'est rare, mais bon, ça peut arriver. En fait, vous allez avoir un certain plafond. Normalement, votre retraite, normalement, ne dépasse pas 4 à 5 000 euros par mois. Il y a quand même un plafond, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'arrêtes de cotiser, tu peux pas avoir plus de points que le montant total des points que tu peux avoir. Ça, c'est la règle pour les retraites du privé. Donc, pour dépasser 10 000 euros de retraite par mois, moi, la seule solution que je vois, c'est que c'est justement un fonctionnaire qui a cumulé les régimes, parce qu'il y a beaucoup de régimes différents dans la fonction publique. Et que, par exemple, si vous avez été député pendant 5 ans, si vous avez été ministre pendant 6 mois, vous avez des systèmes d'indemnité et de cotisation à des régimes. Et là, encore une fois, c'est là où ce système de retraite est complètement bête. C'est qu'en plus, si vous êtes malin et que vous mettez un peu votre pied dans plein de systèmes différents, vous avez des minimums qui s'appliquent. C'est-à-dire que, entre guillemets, un régime, comment ça marche? Vous rentrez dedans, vous devez cotiser tant d'années ou voilà, tant de pour mois, payer pour les retraites actuelles, vous cumulez des points qu'à la retraite, vous êtes censé récupérer. Sauf que quand vous avez mis votre pied dans plein de régimes différents, qui des fois sont des régimes qui sont totalement déficitaires, c'est-à-dire que, entre guillemets, c'est des régimes où il y a très peu de cotisants, entre guillemets, et vous ne faites que récupérer. Par exemple, c'est le cas de la fonction publique, vu que les fonctionnaires de la fonction publique ne cotisent pas pour les retraites, c'est juste l'État qui paye leur retraite, c'est juste une charge à terme pour le PIB. Et du coup, à partir de là, le fait de mettre un pied quelques mois ou quelques années dans un régime et après de changer, ça vous valide les minimums, et c'est comme ça que, par exemple, sa retraite, il recevait pas un virement de 10 000 euros tous les mois, il recevait peut-être 4-5 virements différents, et à la fin, ça faisait plus de 10 000 par mois, quoi. Et là, vous faites un calcul dans votre tête, vous dites combien d'actifs il faut pour lui payer sa retraite. Pour lui payer. Donc, combien de jeunes qui vont peut-être gagner, je sais pas moi, aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous êtes à 2005 par mois, c'est déjà bien. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont même pas à ce salaire-là. Vous regardez ce que vous envoyez pour le système des retraites par capitalisation sur votre bulletin de paie et vous comptez combien il en faut. Je pense qu'il faut quasiment 50 personnes pour payer sa retraite. C'est indécent. Et après, vous envoie des mails dramatiques pour vous dire que vous voulez négocier son immobilier trop cher, tu sais. C'est exactement ça.
Donc bon, on va écouter. Je vous Bref. mettrai le truc sur Ouais, la fouserie là. tu mettras le réel. En tout cas, voilà, sachez que les impôts vont certainement augmenter l'an prochain. Par exemple, j'ai vu la fin d'une niche fiscale qui, moi, personnellement, me fera un peu mal. C'est ils veulent supprimer la niche fiscale sur l'éthanol sur les voitures. Parce qu'il faut savoir que moi, je roule à l'éthanol depuis plus de 5 ans, donc je fais mon plein de 40 30 € le euros. plein, Julien, c'est terrible. Ouais, je paye mon essence 70 centimes le litre depuis 5 ans et franchement, c'est extrêmement agréable. Et ils veulent la faire sauter, du coup, l'éthanol passera à 1,20 € et honnêtement, 1,20 €, vous surconsommez un peu l'éthanol, ça vaut même plus le coup de rouler Ouais, avec. de rouler avec. Ouais. Bref, ça va nous accélérer à passer à l'électrique, je pense. Ouais. On verra. Et bref, voilà, c'est sûr qu'on va plus payer quoi qu'il arrive si ce projet de loi de finances passe. Mais en tout cas, la suppression de la niche fiscale des boomers, elle fait plaisir. J'avoue. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide au niveau de l'algorithme, à nous suivre sur Quitte le Boomer Dream et la Flouserie. On vous partage un peu de notre quotidien d'investisseur sur Instagram. Et on se dit à jeudi pour un prochain épisode. Salut, à bientôt, ciao. ciao.